Bonjour à tous et bienvenue sur Oser se lancer, le podcast pour aider tous les accompagnants débutants à faire le grand saut dans la pratique. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Dupré. On va discuter échecs, etc. Jean, il est formateur à l'Arche, on le voit surtout en conversationnel, en hypnose conversationnelle. Et puis, il a aussi de son côté un espace de supervision et d'analyse de la pratique qui est très intéressant. Je vous mets tous les liens à côté du podcast en commentaire. On rentre direct dans le vif avec une première question sur l'échec. Quelle est ta vision de l'échec actuellement et à tes débuts de la pratique? Est-ce que ça a changé ou c'est toujours la même? Tu vois, déjà, je prends le temps de réfléchir Mais prends tout ton temps. parce que quelle est ma vision de l'échec? J'ai envie de dire, très honnêtement, je crois que ça n'existe pas. Ok. C'est-à-dire que c'est un concept qui, pour moi, n'a pas de sens. Justement, pour le coup, on parlait de PNL, il y a une chose qui m'avait marqué en PNL, c'est le propos qui consiste à dire: «La seule façon d'échouer, c'est d'arrêter d'essayer». Et pour moi, en fait, il y a pas d'échec, il y a un chemin plus ou moins lent et plus ou moins difficile. C'est pas un échec. La question, c'est simplement à un moment donné, est-ce que, l'envie d'avancer justifie l'implication de continuer à essayer? Ou est-ce que parfois on dit: «Bah, j'arrête» et à ce moment-là, bah, c'est toujours pas un échec, c'est un choix. Mais je veux dire vraiment la notion d'échec, elle m'a parlé quand j'étais lycéen, elle m'a parlé au moment de passer le bac, Mm. mais j'ai envie de dire pas depuis, quoi. Parce qu'en me rendant compte avec, le bac que j'ai passé, dans des conditions plus que rocambolesques, puis, après je suis allé en médecine, dont j'ai décroché au bout d'un an, sans me dire que c'était un échec puisque c'était un choix. Je savais que je pouvais continuer, mais j'avais pas envie et à partir du moment où tu sais que tu es capable d'apprendre, la notion d'échec, elle a pas de sens pour moi, en fait. C'est, si je réussis pas, qu'est-ce que je peux apprendre? Et du coup, c'est pas un échec. C'est vraiment enfin, ah si, j'aime bien les échecs. Moi aussi. J'ai joué beaucoup à la fac, pour le coup, justement. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai du mal à concevoir la notion d'échec. C'est, pour moi, un échec, c'est, c'est une pause sur un chemin et une opportunité d'apprentissage. Ok. Et tu relis ça au fait que c'est un choix aussi, quelque part? Que Ben, c'est un choix de ne pas continuer sur ce chemin ou ouais, c'est de pour faire une ça. pause? C'est si j'arrête, c'est un choix de pas continuer parce que ça me coûte trop cher par rapport à ce que ça m'apporte. Tu vois, c'est ce que je viens de faire là avec la fac de psycho en arrêtant sans avoir échoué. Mm. Mais simplement parce que est-ce que je vais me dire: «Ah bah, j'ai investi 5 ans de ma vie à passer une licence de psycho, est-ce que c'est un échec d'arrêter au bout de la licence?» Non, j'ai obtenu la sécurité dont j'avais besoin. Je sais que si un jour, mon activité est remise en question, je suis à 2 ans d'un titre professionnel. Mm. C'est des choix, c'est aujourd'hui quand j'arrête quelque chose, alors je prendrai des exemples de séances après, mais si j'arrête quelque chose, c'est parce que comme on dit: «Le jeu n'en vaut plus la chandelle». C'est pas un échec, c'est que mes priorités sont différentes. Ok. Je pense qu'on pense échec tant qu'on n'a pas encore conscience de ses priorités, en fait. Mais quand on sait que, soit on réussit pas quelque chose et que c'est juste une opportunité pour apprendre, soit on arrête et c'est parce qu'on a une hiérarchisation des priorités qui a évolué, ça devient compliqué de penser en termes d'échec. Ok. Et donc Pour il y a. moi, on réussit quand on apprend, en fait. Ok. Donc il Et y a aussi une apprendre notion qu'on de veut plus faire motivation. quelque chose, hein? Ouais. Pardon. Apprendre qu'on ne veut plus faire quelque chose, c'est pas non plus un échec, c'est encore un apprentissage. Ok. Et pour le coup, je suis, ma femme te le dirait et mes proches aussi, je suis, pathologiquement avide d'apprentissage. C'est pas pour rien que j'ai voulu être journaliste pendant des années, que j'ai toujours plus de livres ouverts que je n'arrive à en terminer, mais l'échec, non, c'est devenu une conception qui m'est devenue étrangère, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que quand, par exemple, il y a un client avec qui, les choses ne fonctionnent pas, je suis satisfait. Faut pas exagérer non plus. Mais je te raconterai plusieurs, exemples par rapport à ça. C'est évidemment, il y a de l'agacement, évidemment, il y a de l'impatience, évidemment, il y a de la frustration.
mais c'est pas un échec, c'est une opportunité. C'est, OK. c'est une porte ouverte sur un nouvel apprentissage. Est-ce que je vais savoir le faire ou pas? De toute façon, je vais en apprendre quelque chose, y compris qu'on n'est pas tout puissant, ce qui est aussi important à apprendre, je trouve, quand on est accompagnant. Oui et c'est un biais qu'on a beaucoup, je trouve, au départ. Surtout en hypnose. OK. Si tu viens, de la psychanalyse, de toute façon, comme tu pars de l'idée que, tu fais pas grand-chose et que les gens sont pas là pour aller mieux et que comme tu l'as vécu en psycho, on va te dire: «De toute façon, nous, on n'a pas les outils pour faire changer les gens». Alors c'est pas vrai, hein. Je veux dire, par exemple, il y a quand même, un paquet d'outils qui sont là pour faire changer les gens, même en psycho. Elle a dû être un peu mal formée ta psy et puis, quand on est, en psychiatrie et bah, il y a des gens, on ne sait pas si on pourra les faire changer un jour aussi Mmh. et encore une fois, on retombe sur cette question de toute puissance. Moi, ce qui a mis fin à ma conception de la toute-puissance, je pense, ça a été de voir mourir la femme que j'aimais il y a 12 ans maintenant. Mmh. C'est à un moment donné, on s'aperçoit que oui, il y a des choses qui sont, inévitables, que la mort est inévitable, que qu'on ne guérit pas toutes les maladies, qu'on ne peut pas tout contrôler et c'est pas un échec non plus. C'est l'essence de la vie, en fait. C'est on OK peut pas tout contrôler, on n'est pas tout puissant. et du coup, dans ce rapport à l'échec, pour toi, il y a ce truc où on se met en mode, enfin, ceux qui ont peur de l'échec, c'est potentiellement une position de toute puissance, Ça on veut peut, contrôler, on peut vouloir contrôler toute la séance, ou le résultat de nos clients ou il peut y avoir plein de raisons à ça. Il peut y avoir une sensibilité particulière à l'échec parce qu'il y a une estime de soi qui est insuffisante, alors on a besoin de réussir pour se rassurer. Ce qui en plus, je trouve parfois est un peu frustrant en termes d'éthique parce que ça pose quelque part la question de est-ce qu'on a besoin de résultats pour aller bien? mmh, Ça veut dire qu'on se sert de nos clients, alors on s'en sert de toute façon, mais c'est bien si c'est pas trop quand même. Je pense que ce serait malhonnête de dire, «Ouais, on ne se sert pas du tout de nos clients pour, réparer nos failles narcissiques». Je pense qu'on le fait plus ou moins, mais c'est embêtant si c'est un besoin. mmh, C'est bien que ça nous fasse du bien, c'est dommage qu'on en ait besoin. En plus, je pense que pour le coup, c'est un des premiers moteurs d'échec, de non-réussite, d'une séance, c'est que l'opérateur ait besoin que ça marche. ouais. Parce qu'il donne du coup le contrôle au problème, en fait, dans la relation. C'est le problème qui prend le pouvoir, quelque part. Ah, c'est intéressant, Mais je l'avais jamais entendu comme ça, le fait que ce soit le problème qui puisse prendre le pouvoir sur la séance. ben, si tu as besoin de réussir, c'est le Eh oui. problème qui prend le pouvoir. Ça me fait penser à un truc que dit un copain qui était négociateur au GIGN, qui disait, «On ne peut pas donner aux preneurs d'otages le pouvoir de nous faire plaisir» Mmh, et de la même façon, on ne peut pas donner à la partie, qui est à l'origine du problème chez la personne, le pouvoir de nous faire plaisir si on en a besoin. Après, on peut rentrer dans une relation de complicité. mmh. Typiquement, aujourd'hui, j'étais en séance, avec quelqu'un qui mange trop et on était dans une très jolie relation de complicité avec une partie d'elle qui aime bouffer. Parce que c'est intéressant d'être complice avec ce qui ne veut pas changer aussi. C'est une étape pour aller vers le changement, je trouve, Mmh. justement, de créer un lien avec ce qui y résiste. Ouais et peut-être moins brutal que, il faut changer maintenant et Ben ça marche si ça marche. Alors après, c'est toujours la même chose, il y a i ça va avec mon agacement, face à la toute-puissance. Parfois, c'est important de se rappeler qu'on n'est responsable que d'une partie de ce qui se passe dans la séance. Qu'on n'est pas tout puissant, que le client a le pouvoir, que, hem, je veux dire, c'est ce qui me gêne toujours avec tous les gens qui expliquent: «Ma recette est la meilleure et c'est la seule mmh, et si vous ne faites pas comme ça, vous avez rien compris». C'est que je suis convaincu que, une séance, c'est d'abord un travail de collaboration entre 2 personnes et que le déterminant, c'est pas l'opérateur. L'opérateur, j'ai envie de dire, il a un rôle, c'est de créer un contexte favorable et un contexte relationnel favorable et de favoriser, de stimuler des capacités et des croyances, mais
C'est pas parce qu'une séance ne produit pas d'effet que c'est un échec. Je vais même aller jusqu'au bout. Une séance où le client se dirait à la fin: «Oh ben finalement, je pense que ce que je voulais, je l'attendrai pas et c'est pas possible». C'est pas un échec, c'est un changement. Mmh. Je suis venu avec une attente et j'ai appris que cette attente n'était pas réaliste ou qu'elle me convenait pas. C'est un sacré changement, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être pour toi, un échec dans une séance pour que je comprenne ce que tu mettrais derrière ce mot, toi? Alors au départ, quand j'ai commencé, alors ça fait pas très longtemps non plus, mais quand j'ai commencé, l'échec ça aurait été, de pas réussir à faire un protocole ou de ne pas me rappeler d'un protocole, enfin un truc vraiment très basique. Et maintenant, un échec en séance, c'est que j'ai pas maintenu mon cadre. OK. C'est que j'ai pas créé un truc sécuritaire pour la personne pour qu'elle puisse voilà, j'ai peut-être mal fait mon rapport ou j'ai pas tenu mon cadre ou j'ai voulu, faire copain-copain. Quelle différence tu fais entre un échec et une erreur, du coup? Pardon, hein, je Ah passe en mode, ben, j'en fais spécifique. non, non, mais c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que j'en fais pas spécialement, parce que pour moi, l'échec, c'est pas très grave. C'est, voilà, une erreur dont on apprend un truc et en te disant: «Bah, la prochaine séance, peut-être je vais faire autrement» ou «Qu'est-ce que ça est venu toucher chez moi qui a fait que là, cette fois, j'ai pas tenu mon cadre et que j'ai voulu faire copain-copain, à ce Pour moment-là». moi, un échec, quelque part, ça veut dire que j'ai, perdu, quelque chose à quoi je m'attendais au sein d'une situation, que j'ai joué et que j'ai perdu. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, 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 Parce que des erreurs, on en fait même dans les séances qui fonctionnent bien. bien sûr. On fait, ce que je dis souvent en formation, c'est qu'il est impossible de ne pas faire d'erreur en séance, vu qu'on est en relation avec quelqu'un qui nous est complètement inconnu. Je veux dire, déjà, on ne comprend pas comment fonctionnent les gens avec lesquels on vit toute notre vie. C'est vrai. Comment on comprendrait en 1 heure, comment fonctionne une personne qu'on rencontre pour la première fois? Mmh. Les erreurs sont inévitables. Elles ne produisent pas d'échecs. Déjà pour avoir des échecs, j'ai l'impression, il faudrait prendre la responsabilité de la totalité du travail. Moi, je vois 3 niveaux où je pourrais penser à un échec. Je pourrais me dire: «Un échec, c'est si mon client n'évolue pas, Mmh mh. parce que c'est son attente». Je pourrais me dire: «Un échec, c'est si mon client ne vit pas une expérience qu'il qualifie d'hypnotique ou si je réussis pas à le mettre en transe», pour le dire autrement. Ouais. C'est aussi un échec ou alors, et c'est à mon avis la part la plus problématique, si je n'instaure pas une relation qui lui donne envie de revenir. Mmh. Parce que quand même, je pense, si ton podcast ou ton article s'adresse à des praticiens qui débutent, il pourrait être bien qu'ils réalisent qu'on ne résout pas toutes les problématiques en 1 heure. Ce serait bien. Enfin, ce serait pas mal pour eux. Ça peut Ça ne veut pas prendre, dire que c'est pas possible, hein. non? Ça veut pas dire que c'est pas possible. Quand j'étais débutant, j'ai eu des séquences comme ça, des séries de tout fonctionne. Tu sais, on appelle ça la chance du débutant des fois. Ouais, mais j'ai entendu dire que, alors parce que j'ai fait ce podcast avec, Pank déjà. Mmh. Et il me disait qu'il y a cette espèce de truc quand on débute où on est un peu, dans la magie du débutant et où tout marche quoi et Ouais, tout se passe super bien, il y a des résultats de fou. oui, ça existe. Je confirme, j'ai vécu ça aussi en comprenant pas ce qui se passe et puis j'ai eu la chance, j'habitais à Avignon à l'époque, au bout de quelques dizaines de séances, de tomber sur alors déjà en formation quand même, j'étais tombé sur des personnes avec qui l'établissement de la relation était compliqué. Mmh. Et à Avignon, je dois à une des clientes qui m'a mis en échec, quelque part la création de la formation d'hypnose conversationnelle que j'anime maintenant, tu vois? Donc, et c'est Merci. là, on va voir comment ça s'est passé. Voilà une cliente qui arrive et qui n'a comme réponse à toutes les questions que je pose que la réponse qu'on déteste. Je sais pas. Voilà. Et alors, je vais passer par tous les subterfuges relationnels et toutes les questions possibles et ça tourne en rond et ça tourne en rond et ça tourne en rond et les inductions sont compliquées, le travail se fait peu ou pas, il y a pas moyen d'avancer en fait, croyais-je. Mmh.
Et on a fait une douzaine de séances avec cette cliente, ce qui, alors que la plupart de mes clients changeaient en 1 ou 2 séances, me semblait une catastrophe, quoi. Sauf qu'en fait, j'avais juste une vision complètement distordue de ce que c'est qu'un accompagnement. En fait, cette personne-là, je pense qu'à l'époque, aujourd'hui, on n'est pas là pour poser des diagnostics, mais je pense qu'elle était, sous une forme de dépression latente depuis un moment Mmh. et hem et que donc le changement, c'était juste pas, pas accessible tout de suite. Il y avait besoin d'autre chose. Toujours est-il qu'elle m'a amené à chercher dans plein de directions et comment être efficace quand la personne ne répond pas et comment être efficace, quand, quand l'induction ne fonctionne pas et comment faire des trucs. Ben, après avoir travaillé avec elle, j'avais lu tellement de bouquins, eu tellement d'idées, expérimenté tellement de choses que ça a, sans rire, été l'amorce, de la formation de conversationnel, en fait. Où je me suis rendu compte qu'en plus, bah, il y avait pas besoin de faire d'induction pour que les gens soient en transe, en fait. Et il y avait pas toujours besoin, de faire le rituel auquel ils résistent et de remarquer que parfois ils étaient en transe avant et après et que juste au moment de l'induction, ils bloquaient parce qu'ils avaient peur de quelque chose. Enfin, il y a tellement de possibilités différentes. Toujours est-il que voilà, une première expérience où il y a eu plein d'échecs, en apparence. Sauf que, on est resté en contact avec cette cliente et que des années après, elle m'envoie encore régulièrement des messages en me disant comme tout cet accompagnement-là lui a fait du bien et comme elle va mieux et où elle en est dans sa vie et du coup, c'est venu aussi requalifier ma vision de ce qu'était un échec parce qu'en fait, elle changeait juste à sa manière à elle et à son Mmh. rythme à elle. Et je pense que c'est une grosse, grosse, grosse erreur en tant que praticien que d'attendre que le client change au rythme auquel on l'attend nous, et parfois même au rythme auquel il l'attend lui, s'il a des attentes irréalistes. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer en une séance, hein. Ça veut juste dire que parfois, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir commencer à sentir l'effet du changement. Maintenant, en fait, dans son cas, il y avait quand même plein de choses qui avaient changé parce que notamment, elle m'a amené à affiner un peu le travail sur la prescription de symptômes et ce genre de choses et il y avait, de quoi rigoler, pour elle et c'était intéressant. Je te raconte un deuxième exemple comme ça qui m'est arrivé au tout début de ma pratique avec une femme très, très obèse, hein. Elle devait peser plus de 120 kilos pour 1 m 50, 1 m 55, tu vois? Heu Et elle arrivait, je me rappelle la première séance que j'ai faite avec elle, elle est restée dans le cabinet en tenant son sac sur ses genoux sans enlever son manteau. Et waouh! Et puis, elle me suivait vaguement, mais je sentais bien qu'à chaque induction, en fait, elle partait dans son auto-hypnose à elle, sans se laisser complètement conduire. Puis j'ai fait une deuxième séance avec elle, elle a posé son sac, j'étais content. Parce que non, mais Bah oui, c'est c'était un une gros changement progression. déjà. Ouais. Et puis, j'ai dû faire que 2 ou 3 séances avec elle parce qu'à l'époque, je résidais pas à Nice et je pouvais pas assurer le suivi avec elle et je l'ai recommandée vers à quelqu'un avec qui elle a encore fait une vingtaine de séances. Et un jour, ce collègue m'appelle en me disant, «Mais je sais plus quoi faire avec cette cliente parce qu'elle vient, elle fait ses séances, elle a envie de revenir, mais j'ai l'impression que ça avance pas». Mmh. Alors, je vais donner un conseil que je trouve encore judicieux et dont je me sers parfois, avec certains clients, c'est qu'ils lui demandent simplement pourquoi elle revient. Qu'est-ce que ça lui apporte pour qu'elle ait envie de revenir? Typiquement, quand j'ai des problématiques, avec un ou une cliente, je pose le cadre suivant: c'est si vous ne ressentez pas d'évolution dans votre situation au bout de 3 séances, c'est peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour vous et que plutôt que perdre du temps et de l'argent, il vaut mieux aller voir quelqu'un d'autre. En fait, ça arrive jamais. Mmh. Ça arrive jamais parce que même quand les gens n'atteignent pas leurs objectifs, qui sont pas toujours les trucs dont ils ont besoin en plus, hem, s'ils trouvent une relation, un lien où il y a de l'écoute, où il y a de l'expérimentation, où il y a, ah oui, je vois que tu aimes les échecs, dis donc, où il y a une forme de déstabilisation chaleureuse, Mmh.
ils reviennent en fait. Sauf s'ils n'ont pas les moyens, mais s'ils ont les moyens, ils reviennent. Et puis, je vais t'en parler après. En fait, quand je vois que je rame avec un client, des fois, je ne fais pas payer la séance. C'est normal aussi, je trouve. De parfois, ça m'arrive et je vais te raconter dans quel cas. Je vais te donner 2 exemples par rapport à ça. Toujours est-il que cette femme-là, elle a parlé à mon collègue et ils ont continué leur travail comme ça et en fait, ça lui a apporté plein de choses, sauf qu'il y avait encore plein de choses à travailler pour qu'elle ose aller plus loin, parce que la vie des gens, des fois, elle est tellement invraisemblable que, c'est compliqué. Je pense qu'au bout du compte, parfois, je dis souvent ça en conversationnel, au bout du compte, je pense qu'un accompagnant vend quelque part d'abord de l'amour tarifé. Alors je pousse un peu le bouchon en disant ça, Ouais. mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que quand on vend, une écoute inconditionnellement bienveillante, on vend de l'amour, en fait. C'est vrai. Parce que c'est une composante majeure d'une relation affective, belle. Mmh. Un accueil, une écoute, inconditionnellement bienveillante. Tu vois? C'est pas rien, ce qui me fait dire souvent que si on se déclarait hypnothérapeute, on n'aurait plus de problème sur notre statut. C'est vrai. On serait tranquille, il y Je aurait poserais plus plus la question. voilà, on n'aurait plus personne pour vouloir nous piquer le titre, tu vois? Mais, Mmh. mais je charrie avec ça, mais je pense vraiment que, si une personne a envie de revenir, déjà, tu peux être sûr que c'est pas un échec. Mmh. Sinon, elle ne revient pas. Alors des clients qui reviennent pas, il y en a aussi. Mais c'est là que ça demande, si on veut pas échouer, peut-être un positionnement un peu différent. Et là, je vais prendre l'exemple de mes 2 clients les plus chiants de ces 2 dernières années. Est-ce que je peux juste te poser une question Ouais, sur les 2 que tu as eu? Donc là, de la première séance que tu me disais là où tu as fait une douzaine de séances, en fait, le d'avoir l'impression d'échouer, ça t'a quand même permis d'aller chercher et d'aller ouvrir ta vision sur plein de trucs différents, quoi? en fait, pour moi, si ça marche pas, c'est qu'il y a des trucs à apprendre. Ouais. C'est que j'ai pas si tu veux, il y a un principe en PNL que j'aime bien, qui vient de la systémique sur, le niveau de variété, tu sais, le niveau de variété requise, pour favoriser l'homéostasie ou le développement d'un système et c'est juste qu'avec ce client-là, à un moment donné, j'ai pas trouvé le niveau de variété nécessaire pour proposer quelque chose qui puisse lui convenir. Donc c'est à moi de continuer à me former. Ce que je dis souvent à mes stagiaires en ce moment, c'est quand je rencontre des clients comme ça me fait kiffer en fait maintenant. Ah ouais. Bah ouais, parce Il est que je plus me dis: drôle. «Chouette, ça devient un défi quoi». Bah ouais. Mais bon, c'est Ça mal. me mais ça me Après rappelle vachement la notion de mindset fixe et de mindset évolutif de Carol Dweck. exactement, exactement. C'est si un truc marche pas, mais pour moi, ça demande juste une croyance fondamentale qu'on retrouve au début de Dune, hein. Mmh. La première leçon, c'est de savoir qu'on peut apprendre. Ouais, tu vois, j'ai commencé Dune, je ne l'ai pas fini. Je vais m'y remettre juste pour ça. Ouais, juste pour cette phrase-là, je sais plus comment il dit ça d'ailleurs. C'est pour moi, c'est la chose la plus, importante dans Dune. Ça dit comment ça dit ça? Oh, je vais retrouver ça après. Je te le retrouverai après. Mais, pour moi, l'essentiel, c'est de savoir qu'on peut apprendre. Mmh. Si on sait qu'on peut apprendre, on ne peut pas échouer. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et s'il y a bien un truc dont la PNL m'a convaincu, Mmh. parce que c'est un des dogmes de la PNL que je trouve j'aime pas tout, hein, dans la PNL, mais s'il y a bien une croyance que je trouve géniale, c'est cette idée que tout ce qu'un autre être humain peut faire, je peux Mmh. l'apprendre. Pour moi, ça, c'est central. Voilà. Dans Dune, ça commence comme ça. Mouad'Dib a appris aussi rapidement parce que le premier enseignement qu'il reçut était de savoir apprendre. Et la leçon première de cet enseignement était la certitude qu'il pouvait apprendre.
Il est troublant de découvrir combien de gens pensent qu'ils ne peuvent apprendre et combien plus encore croient que c'est la chose difficile. Mouad'Dib savait que chaque expérience porte en elle-même sa leçon. Tiens, je vais te le mettre ça parce que tu verras que C'est génial. Ça va me servir d'intro, je pense. c'est vraiment magique pour moi. Il y a deux phrases que j'aime dans Dune. J'aime pas franchement ce bouquin. Je suis pas fan du style, contrairement à d'autres. Et puis j'ai calé au deuxième tome. Mais tiens, voilà, déjà le premier. Merci. Je te mets le deuxième. Mais celui-là, j'avoue que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième, c'est sur la peur. Et je l'adore aussi, cette petite phrase. Voilà. Alors, je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Et honnêtement, le nombre de séances qui consistent juste à accompagner des sujets à rencontrer leur peur pour qu'ils puissent devenir eux sans leur peur, c'est impressionnant. Ouais, c'est top, merci. Donc voilà les deux phrases dont je suis fan dans Dune. Bon, il y en a quelques autres quand même, hein, les deux paragraphes, mais ces deux-là sont magiques. Donc, les deux plus chiants de ces 2 dernières années. les deux plus chiants de ces 2 dernières années, c'est un médecin et une agent immobilière. Et dans les deux cas, je n'ai pas fait payer les séances. Le médecin vient en mode, c'est une copine à moi qui est également médecin, qui l'envoie vers moi en disant non, mais tu sais, tu as un problème. Alors je ne rentre pas dans le détail pour qu'il n'y ait aucune chance qu'il puisse être reconnu par qui que ce soit, mais un détail, une problématique un peu intime, beaucoup de choses liées au contrôle, à la santé, à l'insécurité affective. Et il arrive quand même très sceptique vis-à-vis de l'hypnose, tout en étant curieux et sceptique, et curieux et sceptique, et très ambivalent, comme un bon médecin qui a envie d'y croire, mais qui en même temps se dit, mais c'est quand même des trucs de charlatan, quoi. Et ce avec quoi je suis complètement d'accord. Je pense qu'on fait vraiment un métier de charlatan, et je trouve ça magique. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, on fait la première séance, et à part obtenir une vague chute avant et un peu, tu sais, une vague instabilité corporelle, un peu de bascule avant-arrière et un peu de signal idéomoteur, mais qui ne tient pas, il ne se passe pas grand-chose. Mais bon, j'ai d'autres outils dans ma boîte et on bavarde et on rigole et on ne fait pas d'hypnose puisque ça ne passe pas. Enfin, j'essaye plusieurs fois et ça ne passe pas. Et j'échoue comme ça dans l'induction, ce qui est l'endroit le plus agaçant pour moi dans l'échec. Mais du coup, je lui dis, bah écoute, je ne vais pas te faire payer, hein, entre confrères, ce qui était assez rigolo parce que c'est une façon d'utiliser un usage et de créer du lien. Puis il revient à la deuxième séance, il me fait la même, on continue, on bavarde, on rigole beaucoup. Tu verras si un jour on se croise en formation que j'utilise beaucoup l'humour et la provocation en séance et le recadrage et que mine de rien, les gens y remuent bien quand même parce que ça déstabilise pas mal. Mais pas d'hypnose formelle parce que ça bloque, tout ça, machin. J'essaye, ça bloque, j'essaye, ça bloque. Ok, je ne vais pas payer la séance. Mais à la fin de cette séance-là, il s'en va en me disant « Salut enfoiré !» Et là, je me dis oh, « Bah oui, c'était la tonalité des échanges. Oui. » Et là, je me dis « Ça y est, alliance. » Pour qu'il se permette de dire ça à quelqu'un après la deuxième séance, c'est que le lien est créé. Donc, troisième séance, je sais qu'il est toujours avide de vivre une expérience de transe qui lui permette de valider que le changement qui a commencé, parce que j'ai des informations de sa consoeur qui travaille avec lui, qui me dit qu'est-ce que tu lui as fait, il a vachement changé et tout ça, mais lui, il n'arrive pas à valider ça, parce qu'il manque l'hypnose pour valider. Et ce monsieur qui était dans le doute et plein de problématiques, cette séance-là, il a passé 45 minutes à regarder sa main comme ça, c'est sa main soulevée en catalepsie qui lui parlait par moment, sans bouger, mais fixe, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un client rester fixe et rigide en catalepsie complète. C'est-à-dire que finalement, j'aurais pu décider que les 2 séances précédentes étaient des échecs, j'ai décidé que c'était des étapes. Par contre, pour que lui ne les vive pas comme des échecs, je ne l'ai pas fait payer.
Parce que c'est là que c'est important pour moi. Si quelque chose ne fonctionne pas, ça me pose aucun problème. Ce qui me poserait problème, c'est que ça amène le sujet, le client, à se désengager d'un travail qui peut lui faire du bien. Tu veux dire que si lui, il ressentait que c'est un échec et qu'il n'y arrive pas, Oui, et qu'il n'est là, pas capable de suivre ce que dit le thérapeute, il pourrait se dire, oui, ou ah, qui se dit ça marche pas, ou c'est pas pour moi, ou c'est une foutaise, ou peu importe. Ça, pour moi, serait un échec. c'est marrant, j'écoutais un podcast tout à l'heure où c'était Bertin, où il disait que fallait surtout pas faire ressentir au client que du don, qu'il échouait et qu'il n'était pas capable de, parce que des gens, par exemple, qui se diraient déjà de base je suis nul, s'ils sont pas capables de faire les phénomènes hypnotiques, ils vont pas remettre en cause le praticien, mais ils vont se remettre en cause eux-mêmes, quoi. Ouais. Mais alors ceux-là, c'est pas les plus compliqués, je trouve. Pour moi, ceux qui sont importants à accompagner, mais c'est vrai, je suis d'accord avec lui là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir le cadre le plus collaboratif et le plus ouvert et le plus permissif possible et le plus pédagogique sur le fait que ben, on est là pour apprendre, lui pour apprendre l'hypnose et moi pour apprendre à l'accompagner et qu'on a le droit à l'erreur tous les deux et que les choses peuvent ne pas fonctionner tout de suite. En fait, déjà, quand on pose dans le cadre que les choses peuvent ne pas fonctionner, c'est étonnant de voir comme souvent elles fonctionnent plus simplement. Ouais, Maintenant, parfois, ce serait dommage, parce que parfois, les gens arrivent avec la foi du charbonnier et il y a juste à leur dire dors et ils font tout le boulot tout seuls, quoi. Donc, c'est là que c'est compliqué aussi. Je dis ça parce qu'à un moment donné, pendant 2 mois, je n'ai utilisé que ça comme première induction. Dormez, Ah, ok. dormez, je veux. Et ça marche. Ah oui, j'imagine, oui. Ça marche sur 40% des gens en première intention dans les statistiques que j'ai tenues à ce moment-là. Ah, c'est plus que ce que je m'attendais. Ouais, moi aussi. Bon, dormez, je le veux, plus un peu de ratification derrière et un peu d'explication, mais vraiment avec que ça. Toujours est-il que, pour reprendre l'exemple de ce médecin, s'il n'était pas revenu, ça aurait été un échec parce que j'aurais pas pu continuer d'essayer. Et c'est pour ça que je pense que le seul échec pour moi, c'est si la relation ne se clôt pas d'un commun accord. D'accord. C'est pour ça que souvent, je pose même le cadre déjà de la clôture, le cas échéant, pour que si la personne éprouve le besoin de clore la relation, soit déjà autorisé et dans le cadre. Mais ça aussi, c'est parce que y a dû y avoir d'autres clients. Non, au départ, c'est parce que j'avais peur de faire payer les gens pour rien. Je me demandais, ouais, c'est pour ça. Ouais, bah ouais. Ah oui. Tu sais, je me suis très vite engagé dans la formation parce que je ne voulais pas dépendre de mes clients pour vivre. Ça me paraissait pas sain comme relation, d'avoir besoin que des personnes en difficulté viennent me voir pour pouvoir vivre. Parce que c'est trop facile de créer de la dépendance avec les outils de l'hypnose. Donc, je voulais pas. Tu sais, la meilleure façon d'éviter de céder à la tentation, c'est de ne pas l'avoir. Donc, je me suis dès le départ fixé d'avoir au moins 60% de mes revenus qui viennent d'ailleurs que les séances, de façon à être sécure à cet endroit-là. Parce que je comprends aussi tous les jeunes praticiens, praticiennes, jeunes dans la pratique, pas forcément dans l'âge, qui flippent parce qu'ils ont tout misé sur un truc et que si ça ne marche pas, ils ne savent pas comment ils vont croûter. Mais quand je reçois les gens en formation, dès la première semaine, la première chose que je leur dis, c'est ne comptez pas en vivre tout de suite. Prenez le temps de vous sentir à l'aise, de vous sentir confiant, de faire des expériences, pour pas avoir une pression qui va vous mettre en difficulté. Donc, je pense que ça, certains centres de formation pourraient un peu plus prévenir. Ce ne serait pas forcément immoral de prévenir un peu plus que tout le monde ne sera pas à l'aise et parmi les gens qui seront à l'aise, certains, tu vois, par exemple, moi, il m'a fallu 1 millier d'heures de formation pour me considérer apte à la pratique privée. Ouais. C'est pas les 20 jours que. Pas 1 millier d'heures de formation à raison de 7 heures par jour. J'avais fait le calcul un jour. Ouais, ça fait quelques centaines de jours, mais c'est pas énorme quand même. C'est moins qu'un master de psycho. Et simplement, il me semblait que c'était important de me sentir, comment je vais dire, fluide et d'avoir un peu de bouteille et un peu d'exploration. Alors, ça ne veut pas dire que je ne pratiquais pas, ça veut juste dire que je n'avais pas posé ma plaque
Pour te donner une idée, j'ai fait 3 praticiens, 2 maîtres et demi, 2 maîtres praticiens et demi, pas mal de stages complémentaires. Donc c'était de la révision, mais je voulais, en gros, je voulais avoir à peu près le niveau que j'avais pu observer chez mes formateurs avant de m'installer. Ouais, j'ai fait pareil en PNL. J'ai fait 3 TEP, 3 prat. Ça me paraît normal, en fait. Ça Mm. me paraît normal d'être exigeant quand on vend aux gens l'espoir d'aller mieux. Après, je me suis rendu compte qu'il faut aussi pratiquer quand même. Oui. Alors, tu dis pas mettre de plaques, ou peut-être pas faire payer, faire du troc, j'en sais rien, ou même rien faire, Mais pratiquer, bien sûr, oui. mais pratiquer, parce que rester que dans du mental de j'apprends et je vais jamais sur le terrain. Alors, il y a 2 choses. D'abord, une bonne formation, c'est une formation avec au moins 70% de pratique. Sinon, c'est pas une formation, sinon c'est un bouquin. Ouais. Donc il faut pratiquer et pour moi en fait, comme je dis souvent, les formations pour moi, c'est l'espace de pratique sécure. Tout à fait. C'est, parce qu'il y a déjà un certain nombre de présupposés, un certain nombre de cadres partagés, un certain nombre de garde-fous, et cetera. Une chose qui m'inquiétait aussi et qui m'a donné envie d'aller en psycho, c'était, d'être attentif aux psychopathologies, que je pourrais rencontrer en cabinet, notamment parce que, forcément, tôt ou tard, on rencontre, le client qui a envie de mourir et c'est bien de ne pas être tout seul avec, quoi. D'avoir un peu une idée de quoi faire. Bref, donc j'en viens à ma deuxième cliente embêtante de cette année, elle, qui est agent immobilier et qui m'a fait ce que je n'ai jamais vu jusqu'à présent. Je n'ai même pas pu obtenir une bascule arrière avec induction. Rigide, pas bouger. Totalement. Totalement. Mais en fait, je ne pense pas qu'elle soit rigide. Je pense que j'ai juste pas encore compris comment elle fonctionne. Donc, avec elle, j'ai passé un autre contrat. Je ne lui ai pas fait payer la séance non plus. Et je lui ai dit que quand j'aurai le temps, je reviendrai vers elle pour apprendre comment je peux l'accompagner, parce qu'elle m'intéresse. C'est étonnant de voir comme les gens sont ouverts à cette proposition-là, en fait. C'est pourquoi se mettre dans cette position haute, tellement insécurisante de je sais tout faire, au lieu de dire génial, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose et je voudrais poursuivre. Est-ce que vous voulez bien revenir? Je vous offre les séances jusqu'à ce que je sache comment faire. Mais je trouve ça génial le cadre que tu mets de moi j'apprends, vous apprenez à aller en transe ou l'hypnose ou à changer, et moi j'apprends à vous accompagner. C'est Tu plus vois, du tout le même rapport que. c'est à ça que ça sert de rencontrer des difficultés, ça fait évoluer Ouais. ton cadre. Oui, tout à fait. C'est vrai. Si je repense à ça, parce qu'il y en a encore d'autres, des difficultés que j'ai pu rencontrer, évidemment, mais grosso modo, à chaque fois, j'apprends quelque chose en fait. Tu sais, je ne sais pas si tu as vu la série House of Cards, elle commençait par une séquence assez abominable d'un Ah, chien. là où ça explose, non? Non, c'est un chien qui est en train d'agoniser par terre et qui a été renversé par une bagnole. Et le personnage principal dit il y a 2 sortes de souffrances dans la vie. Celle dont on peut apprendre quelque chose et celle dont on n'apprendra rien. Et il tue le chien en disant voilà, ça sert à rien. Et je pense que ce qu'on appelle échec, que vraiment j'aurais tendance à appeler erreur ou apprentissage incomplet, ça n'est un problème que si on n'en tire pas un apprentissage en fait. J'aime autant dire qu'en tant que formateur, en gros, je fais entre 120 et 150 jours de formation par an. Je suis monté jusqu'à 180 une année. Donc, tu vois, avec une moyenne autour de 140 jours de formation par an, ce qui est beaucoup. Oui. Ce qui fait que des fois, on est un peu fatigué. Et puis, une pratique en cabinet qui doit tourner autour d'une vingtaine de séances par mois, parce que je ne peux pas faire beaucoup plus, un peu plus parfois. Mais voilà, en gros, dont une partie gratuite, une partie payante. Non, un peu plus avec les séances en ligne en ce moment, c'est rigolo. Mais ça fait 10 ans maintenant que je pratique. En tant que formateur, on est encore plus exposé parce que bien sûr, on a des stagiaires qu'on conditionne depuis la minute où ils sont rentrés en formation.
Mais à l'autre bout, la qualité de nos démos conditionne leur adhésion au processus. Mmh. Parce que s'il y a pas de magie dans ce qu'on fait, ben, il y a pas d'engagement. Donc, et ça me fait penser à une autre expérience d'échec magique qui s'est passée en séance. D'une stagiaire, je sais plus ce que je devais démontrer, c'était un technicien 2, je crois, et je devais, montrer je sais pas quelle induction et puis il y a rien qui passe. Alors j'essaye différemment, il y a rien qui passe et honnêtement, hein, la palette est large, tu vois? Et une alors du coup, je commence à varier les inductions et ça passe toujours pas et je prends comme ça une quarantaine de minutes alors que j'avais normalement 15-20 minutes pour faire une démo et ça passe pas. Mmh. Alors c'est un moment de solitude en formation, mais en même temps, quand on a réussi suffisamment, il y a un moment où ça ne te stresse plus. Tu te dis: «De toute façon, je vais retomber sur mes pattes d'une façon ou d'une autre». Et là, je suis retombé sur mes pattes de la façon suivante et ça m'a appris quelque chose. Je lui ai juste dit: «Mais toi, comment tu ferais, toi qui pratiques l'auto-hypnose, et l'hypnose, de spectacle, comment tu fais pour rentrer en hypnose?» Et après avoir résisté pendant une quarantaine de minutes, elle est rentrée dans une transe tellement profonde que j'ai pu continuer à faire le cours pendant qu'elle restait en transe avec des phénomènes hypnotiques, et cetera. C'est-à-dire que parfois, c'est important pour le sujet de mettre son opérateur en échec aussi. Parfois, c'est un enjeu de la séance de pouvoir refuser. Parfois, parce que c'est pas ma technique que je mettrais en question là, c'est plutôt la manière dont, et c'est la problématique des démos en formation d'ailleurs, c'est que parfois on fait une proposition qui est pas celle qui correspond à la personne. Ça m'est arrivé 2 fois à Paris cette semaine. La semaine dernière, j'ai animé une formation et j'ai sélectionné joyeusement 2 stagiaires, avec lesquels, c'était pas simple, on va dire. Mais en fait, je trouve que c'est encore plus pédagogique quand c'est pas simple tout de suite. Parce que ça permet de voir que c'est juste un temps d'ajustement et d'adaptation à un fonctionnement et que, bah oui, quand on veut démontrer telle, induction ou tel protocole, c'est pas forcément ce qui est bien pour la personne tout de suite. Mais c'est pas grave. La question, c'est comment l'adapter à la personne pour que ça passe quand même. Parce qu'en fait, je suis convaincu que tout protocole et toute induction peut servir à toute personne et à toute problématique. Mais il faut trouver une façon de présenter, de poser le cadre, de créer le lien qui est différente à chaque fois. Et quelque part, ces moments-là aussi sont très riches d'enseignement pour l'opérateur parce que c'est un peu un moment de funambule quand tu le fais en plus devant un public, mais surtout un public que tu retrouves le lendemain, tu vois. Donc, ou l'heure d'après, selon le cas. Mais je trouve que c'est aussi assez magique parce que ben, ça oblige en fait à trouver plus de flexibilité. C'est comme si je prenais une métaphore, tu sais, c'est comme quand tu es en train de faire des étirements et qu'il y a quelqu'un qui appuie un peu plus fort, tu vois, en disant, OK, là, tu peux aller plus loin. Et du coup, bah, tu trouves, parce que cette pression qu'il y a à ce moment-là, elle est l'opportunité d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus de flexibilité. Je pense que le gros apprentissage dont on a besoin quand on pratique l'hypnose, c'est normalement quand on est en tension, en stress, on a tendance à aller vers plus de tension et de rigidité. Et je pense que le cadeau que peut nous offrir l'hypnose, c'est d'apprendre en situation de stress à aller vers encore plus de souplesse, encore plus de flexibilité, encore plus d'adaptabilité. Si on arrive à ce petit truc-là, c'est magique ce que ça apporte. Du coup, bah, je vais donner un petit truc à tes lecteurs ou à tes auditeurs. Je me suis rendu compte que je m'étais fabriqué un ancrage de confort en formation. Je m'en suis rendu compte tardivement. En fait, à chaque fois qu'on me posait une question qui me mettait dans l'inconfort ou à chaque fois que je ressentais un inconfort en tant que formateur, je me suis aperçu que je souriais. Et ça fait des désactivations d'encre instantanées, en fait. Ah oui. Parce que à partir du moment où quand tu rencontres ton inconfort, ça te donne envie de sourire parce que tu te dis: «Ah, vulnérable, fragile, humain, trop humain, allez, on continue à apprendre», bah, tout devient simple. Ouais, Tout devient simple parce que quand l'inconfort déclenche de l'amusement,
Tu vois, si j'avais un conseil à donner aux praticiens, c'est Faites-vous des ancrages comme ça. ouais, faites-vous des ancrages inconfort, plaisir. C'est bizarre comme idée. Alors j'ai un copain, il fait ça de manière un peu plus sauvage, hein. Il fait des pompes sur les poings, sur le bitume, il va se baigner dans l'eau glacée. Il cherche aussi l'inconfort d'une autre manière. Moi, je suis un peu plus épicurien, donc je ne me fais pas ce genre de choses. Si j'avais 20 ans de moins, peut-être aujourd'hui, je préfère être un peu plus cool avec moi. Mais, mais en tout cas, je pense qu'apprendre à aimer l'inconfort, c'est fondamental dans notre pratique, à l'aimer vraiment. C'est-à-dire à faire, ouais, ça y est, un challenge. Non pas un échec, mais une opportunité d'apprendre un truc, de me dépasser. Parce que l'important du coup, c'est pas que je réussisse, c'est que je réussisse à en faire quelque chose. Si j'en fais quelque chose, j'échoue pas, j'apprends. Je ne peux échouer que si je renonce à tirer la leçon de ce que je suis en train de vivre. Parce que même si je ne tire pas la bonne leçon, mais qu'est-ce qui m'empêche de recommencer la fois d'après? Alors ça paraît comme ça super attirant en général, et les gens disent ouais, c'est bien joli tout ça, mais comment je fais? Je sais pas, démerdez-vous. Bonne réponse. Trouvez par vous-même. Ok, ben, au revoir. Merci. Mais plus sérieusement, je crois que si on a simplement une vraie confiance en soi, pas une confiance qui dit je sais tout faire, une confiance qui dit ok, j'ai déjà réussi des trucs, j'ai déjà raté des trucs, j'ai survécu, je sais que je peux apprendre, c'est ok. Ben, ça devient plus simple. Souvent, ça passe pour pas mal de monde par quelques petites expériences de régression dans des apprentissages douloureux ou des choses comme ça, histoire d'apprendre à mettre une autre façon de réagir à la difficulté. Mais c'est vraiment pas si compliqué que ça, quoi. C'est vraiment à portée de main. Et j'ai envie de dire, tant que c'est pas à portée de main, c'est une excellente occasion de recevoir des séances. D'abord, ça permet de mettre quelqu'un d'autre en échec. et, et plus profondément, parce que si on n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui empêche cette liberté-là. Et ce truc émotionnel, c'est important de le rencontrer, de le dépasser, pour pas rentrer dans le déni et retourner dans ce besoin de toute puissance qui fera que tôt ou tard, on blessera quelqu'un ou on se fracassera soi-même la gueule dans un mur, quoi. Alors que c'est vraiment pas grave d'être faillible, c'est pas grave d'être vulnérable. Je veux dire, tout le monde pète, quoi. Mais c'est bien d'ailleurs même. Enfin, bon, c'est même pas grave, c'est normal. Ouais, c'est mon avis aussi, mais va dire ça à la personne qui est flippée de l'échec et tu vas voir que avant que ça paraisse normal, déjà, si c'était pas grave, ce serait bien. Oui, ce sera la première étape. Oh, je fais C'est légèrement ok. du tout ou rien de mon côté. Ce serait ok, quoi. C'est Ouais. ok. C'est ok de pas aimer l'échec aussi, mais c'est dommage de fuir de peur d'échouer. Parce que en fait, c'est la seule certitude, la seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de pas essayer. Il n'y en a pas d'autre. Alors que si tu essayes, tu apprends de toute façon. Ne serait-ce que peut-être tu n'es pas fait pour ce métier, ce à quoi je crois pas, mais peut-être. Peut-être que tu n'es pas prêt à payer le prix qu'il y a à payer pour progresser. Ça ne veut pas dire que c'est juste, tu n'es peut-être pas assez motivé, on retombe sur de la motivation. Peut-être que c'est con, hein, mais peut-être que tu kifferais davantage à être ébéniste, quoi. Et c'est un magnifique métier, hein. Moi, des fois, je préférerais être ébéniste parce que je manque un peu de pratique manuelle, par exemple. Je trouve que c'est vachement beau d'être capable de travailler un matériau. Quand je vois les gens qui viennent faire de la maçonnerie ou des trucs comme ça, je me dis, oh putain, encore un truc que je ne sais pas faire. Et ça, c'est fatigant. Il faut porter des kilos de ciment. Je suis trop vieux. Tu vois. Trop épicurien, trop vieux. Ok, je Ouais, note. fondamentalement, je me raconte plutôt pas encore. Il faut que je me remette en condition physique, sinon je vais me péter un truc. Ce qui m'est déjà arrivé suffisamment souvent pour me rappeler qu'avant de faire des trucs un peu difficiles, c'est bien de se préparer aussi. Si on ne veut pas échouer, c'est bien de se préparer aussi et d'évoluer progressivement. Mais de toute façon, l'échec, encore une fois, l'échec, je ne sais pas, mais l'erreur, elle est inévitable. Inévitable. À moins d'être Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe dans le cerveau de ton voisin et dans ses émotions. Tu peux apprendre de plus en plus vite en étant attentif.
mais tu peux pas ne pas faire d'erreur. C'est pas possible. Ça va, on ferme l'histoire encastrée comme ça? Je vais bugger comme ça. Ça me... ça me rappelle la notion d'antifragilité. Ouais, j'adore, moi. T'as lu le bouquin de Nassim Nicolas Taleb? J'ai lu des résumés, j'ai commencé et là je suis dedans et Nous sommes plus près des chats que des machines à laver. C'est ce que j'ai retenu. c'est un bon résumé. Mais j'aime bien cette notion que tout ce que tu rencontres, ça va te renforcer et pas te faire casser, quoi. C'est pas vrai. Il manque un élément fondamental. Il faut que ce que tu rencontres soit adapté Ouais. à ta capacité au jour où tu le rencontres et qu'il y ait un temps de récupération suffisant pour que tu puisses construire des ressources. Ce qui est intéressant parce que du coup, on pourra se laisser un temps aussi après une séance un peu olé olé Par pour exemple. justement récupérer des ressources et en faire quelque chose. Mais je pense fondamentalement que ce qui me tue pas me rend plus fort. Ouais, va te faire prendre des coups de batte de baseball dans la gueule, tu pourras y survivre et rester dans le coma quand même. Tu vois, y a toujours une limite Oui. à tous ces principes-là. Mais je crois qu'être exposé à un niveau adéquat de stress avec un temps de récupération satisfaisant permet de construire une compétence. Et que du coup, on peut monter en stress progressivement et réduire les temps de récupération. Alors, pour le coup, je pense que c'est important de réaliser que peut-être on a souvent déjà cette expérience-là dans sa vie quand on choisit le métier d'accompagnant. Et que peut-être on a plus de ressources qu'on en a conscience. Ça demande de tourner le regard vers ce qui est là plutôt que vers ce qui manque. Tant qu'à faire du tri sur soi, pour rester en jargon PNL, autant qu'il soit un peu positif de temps en temps. C'est vrai. Est-ce que tu as matière? J'ai super matière. Je te finis sur une dernière question hyper rapide à répondre. En moyenne, pour toi, combien tu as de séances avec les clients? Est-ce que tu as une moyenne ou pas du tout? Alors en ce moment, pas du tout. Okay. Jusque-là, 5, 6, 7, mais en ce moment, j'ai changé ma façon de travailler parce que j'ai plusieurs clients qui apprécient d'être suivis au long cours. Okay. Donc, il y a des clients où on doit approcher des 10 séances et je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que c'est leur demande en fait, parce que du coup, j'ai l'impression qu'il y a une forme de pédagogie qui s'installe où les gens viennent moins nous voir ils viennent moins nous voir parce qu'ils ont crevé un pneu et plus pour entretenir leur bagnole, quoi. Ouais. Et c'est vachement plus intéressant de travailler comme ça. Moi, je trouve qu'en tant que client, ce qui est intéressant, c'est d'aller consulter quand on sent un inconfort qu'on ne comprend pas, avant que ça devienne un problème. En tout cas, en tant que sujet, c'est là que moi je fais un travail personnel. Je pense que c'est important d'être à l'écoute de ses émotions et de considérer que les émotions désagréables, elles sont naturelles, mais c'est pas normal qu'elles durent. Donc, si une émotion désagréable est un peu trop présente ou un inconfort physique, c'est probablement le moment d'aller voir ce qui se passe avant que ce soit pire. Et du coup, si tu fonctionnes comme ça en tant que client, c'est à toi de voir si tu veux faire un contrôle annuel, mensuel, en fonction de l'étape de vie où tu en es, tu vois. Donc, en gros, je peux dire une demi-douzaine en moyenne, mais c'est de moins en moins ça. C'est en train d'évoluer en fonction de la demande de mes clients, en fait. Okay. À une époque, c'était plutôt 2-3. C'est pour ça que je disais, si au bout de 3, il n'y a pas de changement, allez voir ailleurs. Mais quand les gens viennent sur un truc spécifique avec une problématique bien délimitée, c'est vraiment 1 ou 2 séances la plupart du temps. Mais souvent, les gens ont des mal-être qui traînent dans plein de domaines et du coup, tu vois, j'ai une cliente par exemple, elle a des soucis d'argent et j'y peux rien, moi. Ça, c'est pas mon job. Tout ce que je peux, c'est pas lui faire payer trop cher les séances, quoi. Mais donc on travaille sur son estime d'elle-même, sur sa confiance. Tout ça, ça prend un peu de temps parce que tant qu'elle n'aura pas plus de fric, elle continuera à être stressée. Et ça, c'est la partie dans laquelle je peux rien. Tu vois, ça dépend des réglages en fait. Ça te va comme réponse approximative? C'est parfait. Merci beaucoup. C'était super sympa de ta part de prendre 1 heure. C'était un vrai J'ai plaisir de adoré. faire un peu plus ta connaissance que sur les réseaux.
Et j'espère que ce sera en vrai et sans masque dans une occasion ou une autre. Encore merci Jean pour ce podcast super intéressant. Pour rappel, vous pouvez retrouver Jean à l'hypnose conversationnelle à l'Arche, à la formation. Vous pouvez également le voir sur Network puisque c'est lui qui chapeaute un peu le tout et qui fait pas mal d'interventions là-dessus. Et puis vous pouvez suivre ses supervisions en ligne, les liens sont en commentaire. Pensez également à vous abonner à la page Oser se lancer sur Facebook ou sur Instagram, Oser se lancer, le podcast et l'accompagnement. J'espère que le podcast vous a plu, je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.